Nous sommes le 27 mars 1986 à la Grande Motte, à bord du Cannibis 2. C'est un bateau tout neuf de 11 mètres. Son skipper, Margeuse, 38 ans, convoyeur professionnel, est un navigateur expérimenté. Il a pour mission de le convoyer de la Grande Motte à Ibiza. C'est la terrible aventure vécue lors de ce convoyage que je vais vous conter. Pour cette traversée, sa compagne Marianne, 28 ans, elle-même très expérimentée, l'accompagne. Avec eux, 4 autres passagers vont faire la traversée. Michel, 44 ans, qu'ils ont connu l'année précédente à l'occasion d'une croisière en Écosse. Patricia, infirmière, qui navigue depuis son enfance. Elle sera un élément solide de l'équipage. En revanche, son fiancé Bernard, étudiant en médecine qui l'accompagne, n'a jamais été sur l'eau et il rêve d'île au soleil, après une année stressante accordée aux études. Enfin, Luis Perrin, un jeune Portugais qui souhaite suivre les traces de ses ancêtres qui étaient de grands navigateurs. Lui aussi va naviguer pour la première fois. La veille du départ, le skipper décide de faire une sortie en mer pour se familiariser avec le bateau et expliquer aux novices les différentes manœuvres à effectuer. Margeuse en profite également pour faire le tour du bateau et régler le gréement. Le soir, la météo annonce la fin de la dépression sur le golfe du Lion. Le skipper décide de profiter de cette embellie pour partir. C'est donc le 28 mars au matin que le Cannibis 2 quitte le port de la Grande Motte sous grand voile et génois, cap au 180, direction Ciudadela, sur l'île de Minorque. Ce jour-là, il y a peu de vent et l'équipage s'organise en fonction des compétences de chacun. Les cars se mettent en place et tout le monde est heureux de partir pour cette croisière. Le bulletin météo du soir n'est pas très bon. Et effectivement, au cours de la nuit, le vent va monter sans interruption. À chaque changement de quart, on réduit la voilure. Et au matin, sous tourmentin sol, l'allure est encore très rapide. La mer de 3 quarts arrière propulse le bateau dans des surfs impressionnants. Bernard prend beaucoup de plaisir à barrer dans ces conditions. La barre est dure, mais là au moins, il n'a pas le mal de mer. Margeuse, dont c'est la première croisière de la saison, souffre du mal de mer. Cependant, il tient son estime le mieux possible. À l'occasion de son quart, il essaie de mettre le bateau à la cape. Mais il est difficile de la tenir car à chaque lame, le bateau part au lof. Il repart donc en fuite. Dans la matinée, comme on l'observe parfois par très mauvais temps dans le golfe du Lion, une houle de sud-ouest apparaît. Elle croise les vagues du nord-ouest qui poussaient le bateau jusqu'à présent. Dans cette mer confuse, le Cannibis se couche à plusieurs reprises. Par 2 fois, les équipiers de quart sont projetés dans les filières sous le vent. Heureusement retenus par leur harnais. Le vent souffle force 7 avec des rafales à 8. La mer est forte et croisée. Patricia et Bernard sont de quart, pendant que le reste de l'équipage s'est réfugié à l'intérieur du bateau, panneau de descente fermé. Quand soudain, l'avant du bateau enfourne dans une vague. Une énorme déferlante venue par le travers prend alors le bateau par la hanche tribord, le soulève et le retourne. Dans le choc, les harnais de Patricia et Bernard sont arrachés. Bernard se retrouve le long de la coque du bateau retourné. Il recherche sa fiancée. Il comprend très vite qu'elle est restée bloquée sous le bateau. Patricia n'a pas vraiment peur. Elle sait qu'un voilier chaviré se redresse rapidement. Elle retient donc sa respiration. Puis, elle sent qu'on la tire vers la surface. Bernard a plongé pour venir la rechercher. Une fois la tête hors de l'eau, elle voit la coque quille en l'air qui se détache sur le ciel bleu. À l'intérieur, au vacarme du chavirage, succède le calme. L'équipage qui se reposait se remet du choc et fait un rapide bilan de la situation. Il n'y a pas de blessés. Le bateau est retourné et l'eau monte très vite. Le skipper, pour redresser le bateau, demande à l'équipage de se mettre d'un bord puis de l'autre, mais leurs efforts restent vains. Enfin, probablement aidé par les vagues, la coque se retourne dans un bruit sinistre. Le skipper sort immédiatement dehors pour évaluer la situation. Les équipiers, passés à l'eau, sont accrochés dans les filières. Margeuse les hisse rapidement à bord. Le mât flotte le long de la coque, retenu par le gréement. Le voilier face au vent enfourne. Les vagues balaient le pont. À l'intérieur, l'eau est à hauteur de la taille et continue de monter. Tous se mettent à écoper, mais cela ne suffit pas. La coque endommagée par les coups répétés portés par les débris du mât n'a pas résisté. Elle s'est ouverte en de nombreux points, provoquant des voies d'eau trop importantes pour être bouchées.
La décision est prise de quitter le bateau. Un sac à voile est rempli de tout ce qui leur passe sous la main, notamment des bouteilles d'eau et de la nourriture. Mais il s'est également rempli d'eau de mer, ce qui le rend trop lourd. Il est impossible désormais de le hisser sur le pont. Il sera donc abandonné sur place. Dans le chavirage, le canot de survie a été éjecté de son logement. Il faut faire vite. Il flotte dans son conteneur à proximité du bateau, filin amarré au balcon arrière. Un coup sec sur le rein et le radeau se gonfle. Les équipiers se jettent à l'eau les uns après les autres, se laissant glisser le long de l'osière avant de se hisser à bord du radeau. Marjus est le dernier à monter à bord, juste à temps pour couper le cordage qui le retenait au bateau. Et en quelques minutes, le cannabis sombre. Dans le radeau, les naufragés se sentent en sécurité sous la toile tendue sur l'arceau gonflable. Bien que le canot soit prévu pour 8 personnes, le manque de place les oblige à ranger au mieux les vivres, les vêtements et les 2 sacs de couchage qu'ils ont sauvés du naufrage. Très vite, la situation se détériore. Une vague plus abrupte que les autres déferle sur le canot, faisant glisser ses occupants sous le vent. Déséquilibré, le canot se soulève et se retourne, les projetant sur le toit de la tente qui ne résiste pas longtemps. Après de longs efforts, ils parviennent à redresser le canot. À nouveau à l'intérieur, transi de froid, ils constatent que les sacs qui contenaient les vivres qu'ils avaient récupérés n'étaient pas attachés et qu'ils ont été emportés. Il ne reste désormais que les rations de survie du radeau. Dans la soirée, il chavire de nouveau. Cela ne peut plus durer. Ils décident de s'entasser les uns sur les autres pour mettre un maximum de poids du côté d'où les vagues viennent frapper le radeau, en espérant équilibrer suffisamment celui-ci pour éviter un nouveau chavirage. À l'écoute de la mer, les muscles tétanisés, ils guettent l'arrivée de la prochaine déferlante, soulagés quand elle passe en grondant sous le radeau. Le temps passe entre veille et repos. Le second jour, Marjus essaie d'utiliser l'encre flottante, mais le câbleau ne résiste pas longtemps. Dénué d'émerillons, il se détériore rapidement et casse. Tous savent qu'il faut manger pour tenir. Ils disposent dans les rations de survie de tablettes de glucose qui fondent facilement en bouche, et des biscuits vitaminés qui forment dans la bouche un mastic épais, dur à avaler et qui donne très soif. Quant à l'eau, il va falloir la rationner. Marjus pense que personne à terre ne va s'inquiéter avant la fin des vacances de Pâques. Il faut donc que les 8 litres d'eau des rations durent au moins 15 jours, ce qui amène la ration à une petite gorgée 3 fois par jour et par personne. Malgré ces conditions épouvantables et l'inconfort permanent, la confiance revient. Un essai de réparation de la tente est entrepris, à l'aide de cordons récupérés çà et là, malheureusement sans succès. Pour se protéger du froid et des déferlantes qui les arrosent sans cesse, le groupe se serre les uns contre les autres, recouverts par les sacs de couchage. Dans l'ensemble, le moral est bon. Ils se racontent des histoires, les films qu'ils ont vus, et imaginent déjà leur sauvetage prochain. Le 30 mars, ils dérivent vers le sud-est. Les vagues s'allongent et le vent paraît moins violent. Dans l'après-midi, ils aperçoivent un cargo assez loin. Ils décident quand même de lancer une fusée. Se servent aussi du miroir de signalisation, mais sans succès. Le cargo s'éloigne. Le 31 mars, la mer est plus calme. Leur dérive s'est infléchie vers le nord-est. Ils essaient maintenant de se détendre. Le soir, chacun s'installe dans son coin après la dernière distribution d'eau de la journée. La nuit venue, les rapports du groupe sont surtout une lutte permanente dans la conquête d'un peu d'espace supplémentaire pour s'allonger mieux. Le 2 avril, la mer est calme. Le radeau continue sa dérive vers le sud-est. En fin d'après-midi, à moins d'1 mille, ils aperçoivent un voilier. Malheureusement, le radeau se situe dans le soleil et le barreur ne peut pas les voir. La déception est passagère. Ils gardent tout de même un bon moral, mais ils ont de plus en plus soif. Le 3 avril, ils découvrent à un demi-mille une bouée de grande taille. Ils pagaient de toutes leurs forces pour s'en approcher, mais le radeau refuse d'avancer. Ils apprendront plus tard que cette balise délimite une zone de tir fréquemment surveillée par les hélicoptères. Malheureusement, le lundi de Pâques, il n'y a pas de tir. Au matin du 7e jour, une côte est en vue à l'est. D'après leur estime, ça doit être la Corse. En fait, le radeau est dans le sud de la Sardaigne. Le 6 avril, une très légère brise les pousse vers la terre. Ils décident de pagayer, se relayant 2 par 2. Peu à peu, les collines se dessinent. Louis, épuisé, ne participe pas à leur effort. Le skipper décide d'accorder une ration d'eau supplémentaire à ceux qui rament. Michel est de plus en plus fatigué. Le peu d'eau et de glucose absorbés ne lui permettent pas de récupérer des forces. Dans la journée, des avions de chasse les survolent. Les naufragés mettent à feu un fumigène de signalisation, puis ils envoient une fusée. Mais ils ne sont pas repérés par les pilotes.
Dans la soirée, ils sont très proches de la côte. C'est alors que la brise de terre se lève et les refoule inexorablement vers l'ouest. Le skipper les encourage à continuer à pagayer. Mais Patricia craque. Elle trouve cela inutile. En fait, ils sont épuisés par les efforts de la journée. Ils sont découragés, ils s'écroulent au fond du radeau et s'endorment. Le 7 avril, Marjus réveille l'équipage encore endormi. « Réveillez-vous, la côte est là, toute proche, regardez !» On peut distinguer chaque détail de ces falaises. En fin de nuit, la brise a de nouveau soufflé vers l'est et les a portés à la côte. Bernard et Marjus pagaient de toute leur force et enfin ils arrivent. Les hautes falaises sont surmontées d'une végétation de maquis, dont le parfum les enchante. La côte est coupée par une petite plage. Derrière, quelques maisons semblent abandonnées. Mais elles ne le sont pas. Ils ont eu de la chance, car Porto Sueda est le seul lieu habité de cette côte désertique. La mer est calme et l'atterrissage se fait sans problème. Ils sautent sur la plage et se retrouvent à genoux. Leurs jambes ne peuvent plus les porter. La boîte d'eau restante est avalée sur le champ. C'est leur champagne de la victoire. Marjus et Bernard se dirigent vers le village en titubant. Ils doivent être effrayants à voir, car on s'enfuit à leur approche. C'est le pêcheur Giampero qui va leur apporter les premiers secours. On les fait boire et quelques heures plus tard, une ambulance les emmène tous à l'hôpital d'Oristano. Seuls Louis et Michel sont en assez mauvais état. Les autres sont réhydratés par perfusion avant de quitter l'hôpital. Louis se fera opérer quelques jours plus tard d'une perforation de l'estomac provoquée par le stress du naufrage. Allez les amis, il est temps de faire le bilan de cette histoire. Et voilà les amis, on se retrouve en mer pour faire le bilan de cette histoire. Alors, qu'est-ce qui ressort de cette histoire? Déjà, il y a plusieurs points. Le premier point, ce qui est un point essentiel, c'est que cette aventure se passe en Méditerranée. On a toujours tendance à penser qu'à Méditerranée, c'est une mer facile et on se trompe grandement. La Méditerranée a des conditions météorologiques tout à fait particulières. D'une part, dû au fait que c'est une mer fermée avec des reliefs très changeants autour, beaucoup de montagnes, des plateaux, des effets venturides aux vallées profondes. Je pense par exemple à la vallée du Rhône. Et là, ça se passe au niveau du golfe du Lion. Donc, dans le golfe du Lion, on a une conjoncture de toutes ces données. D'un côté, des grands plateaux, des vallées, et de l'autre côté, des montagnes. Donc, on se retrouve avec des effets de cap amplifiés, avec des météos très locales, c'est-à-dire qu'on peut à 50 000 d'écart avoir des vents et des temps complètement différents, ce qui peut entraîner, comme dans notre histoire, des effets de vagues croisées, hein, sachant que d'un côté le vent peut souffler très fort d'ouest et avec des vents qui vont souffler de l'autre côté très fort du nord. Les vagues vont s'amplifier. Autre phénomène méditerranéen, c'est qu'on a des vagues très courtes, hein, ce qui peut provoquer très vite un retournement. Hein, parce que la hauteur des vagues n'est pas ce qu'il y a de plus important en soi, elle est importante, mais c'est la distance qu'il y a entre chaque crête de vague. Si vous faut mieux se retrouver avec des vagues de 10 mètres de haut, mais avec 200 mètres d'écart entre les deux crêtes, qu'avec des vagues de 3-4 mètres, avec seulement 40 mètres, voire moins, d'espace entre les deux crêtes. Alors, ce qui ressort aussi du rapport du bureau enquête accident, c'est qu'il y a eu un problème au niveau des sangles de harnais, hein, comme ceci. Ils ont cassé tous les deux. Alors, on n'a pas réussi à conclure, savoir si c'était la sangle qui avait cassé au niveau des coutures, hein. Très souvent c'est les coutures qui s'usent avec le temps et c'est là que ça risque de casser, ou est-ce que c'était le fait qu'il s'était amarré par exemple plutôt sur une filière ou sur quelque chose qui a cassé, un point trop fragile d'amarrage. Donc un conseil, toujours s'amarrer soit sur les lignes de vie qui sont à côté, mais encore mieux c'est de s'amarrer au centre du bateau. Nous à bord du Nomade on l'a déjà vu, on a la possibilité de s'attacher comme ça sur une sangle plutôt au centre du bateau pour pas être éjecté à l'extérieur. Autre chose, Patricia est restée bloquée sous la coque. Alors si ça vous arrive, sachez que le cockpit souvent fait une petite réserve d'air, donc vous pouvez aussi respirer là. Donc quand on a des gilets comme ça autogonflants, ce qui peut arriver aussi très souvent, c'est que du coup il se gonfle. Si vous êtes coincé en dessous, les gilets vous remontent, le bateau vous appuie, donc là vous pouvez rester coincé un certain temps en dessous. Donc surtout ne pas paniquer. S'il n'y a pas de poche d'air,
larguez carrément votre gilet en essayant de toujours tenir un point pour ne pas rester coincé et noyé en dessous. Moi, en tant que moniteur de voile, j'ai souvent vu des stagiaires se retourner en catamaran et rester coincés sur le trampoline. C'était un des problèmes. C'est que dans ces cas-là, le gilet peut poser un problème. Il faut le garder en tête. Donc, évitez de se coincer en dessous si on peut. Si on sent que ça part, allez plutôt vers l'extérieur en étant sûr d'avoir un harnais bien attaché. Autre point, c'est que l'équipage s'est protégé à l'intérieur du bateau. C'était un excellent réflexe de fermer le bateau et de mettre le maximum de personnes à l'abri à l'intérieur. À l'intérieur, vous avez vu dans la vidéo, c'est très violent dans un retournement. Donc évitez de rester à un endroit où vous pouvez avoir des objets qui sont projetés avec force contre vous. Ça peut être la table, ça peut être tout objet qui traîne, ça peut être très violent à l'intérieur. Donc essayez de trouver un endroit très abrité, assez petit, le plus capitonné possible pour vous protéger. Je vais vous emmener à l'intérieur et je vais vous montrer, nous, sur le Nomade, notre endroit de protection. Voilà, on se retrouve à l'intérieur du Nomade. Alors, notre lieu de protection, de retrait, quand il y a tempête à l'extérieur, où on ne peut pas tout maîtriser et donc on est plutôt dans une position d'attente, c'est notre cabine arrière. Alors, la cabine arrière, vous allez me suivre, on l'a préparée. Vous voyez que là, dans la cabine arrière, elle est relativement étroite. On a tous nos coussins extérieurs sont positionnés de chaque côté, ce qui nous permet d'être amortis en cas de choc. Les mouvements sont relativement limités, il n'y a pas d'objets qui peuvent se décrocher et nous heurter en pouvant nous blesser. Les coffres sont tous vissés ou bloqués avec des targettes, ce qui fait que même en cas de retournement, seuls les coussins vont se soulever, mais absolument pas ce qu'il y a dans les coffres ni les couvercles. Donc tout est complètement protégé. On est bien ici aussi parce qu'on peut surveiller l'extérieur, voir si notre régulateur ou notre pilote est bon ou si les voiles sont bonnes. Enfin, on peut tout contrôler d'ici. Mais je veux attirer l'attention sur un problème qui peut exister auquel il faut absolument penser. Vous voyez, au sol, là, on a un plancher. Et ce plancher, il ne faut pas oublier qu'ils doivent tous être fixés. Et également, éviter qu'il y ait des choses qui puissent être projetées devant votre porte. Car une fois celle-ci fermée, si vous décidez de la fermer, si quelque chose monte devant, la porte est fermée. Et là, vous êtes bloqué à l'intérieur sans aucune possibilité de sortir. Donc, bien penser à ce problème qui peut surgir lors d'un retournement. Donc, soit vous laissez cette porte ouverte, soit si vous la fermez, tout doit être complètement fixé. Nos échelles nous sont fixées, tout est fixé. Mais bon, pensez-y, ça serait encore pire pour vous de rester bloqué à l'intérieur pendant que le bateau est en train de sombrer. Alors l'autre point important, c'est la voie d'eau qui a entraîné le naufrage du Cannibis 2. Alors c'était dû au fait que le mât a frappé la coque de façon régulière jusqu'à la percer en plusieurs endroits. Donc ça, c'est vraiment un point essentiel. Si un jour vous dématez, que ce soit par retournement ou non, toujours essayer de remonter au plus vite les espars, si vous le pouvez, sur le bateau. Alors le remonter, pourquoi? C'est pour pouvoir faire éventuellement plus tard un gréement de fortune. Donc tout ce que vous pourrez sauver, c'est ce qui est sauvé, ce qui vous permettra de plus tard concevoir quelque chose de solide pour avancer, être toujours autonome et aller vers des secours. Et si vous ne pouvez pas les remonter à bord, n'hésitez pas à couper les câbles. Donc toujours un coup de câble à bord, une scie à métaux, enlever les goupilles. Il y a plusieurs méthodes, chacun a la sienne. Ça marche plus ou moins, tout dépend aussi du diamètre de vos haubans. Enfin, il y a plein de choses qui rentrent en compte. Mais sachez qu'il faut éviter au maximum que le mât cogne sur la coque. Là, ce qui s'est passé, c'est que ça a percé la coque, entraîné une voie d'eau importante, impossible à juguler. Donc aussi, si vous avez une voie d'eau dans le bateau, essayez d'avoir toujours à bord. Nous, on a une patte comme ça d'étanchéification, ça peut marcher pour les voies d'eau, je dirais moyennes. S'il y a vraiment de la pression, j'ai jamais essayé, je suis pas sûr que ça marche. Sur une voie d'eau moyenne, ça marche pas mal. Bon, il y a les pinoches comme d'habitude, il y a éventuellement rentrer des voiles et tout ce que vous pouvez faire. Bon, les pinoches, c'est un peu délicat dans les coques plastiques. Bon, on voit aussi que dans leur cas, la voie d'eau se situait dans les contre-moulages. Et dans un contre-moulage, pour aller trouver le trou, le boucher, c'est pratiquement impossible. Donc ça sortait par les interstices entre le contre-moulage et la coque, mais
situer précisément la fuite, la prise d'eau, c'était impossible. Donc ça, c'est un vrai problème, le contre-moulage. Il faut y penser. Donc là, dans ces cas-là, il faudrait boucher par l'extérieur, ce qui n'était pas possible avec le temps qu'ils avaient. Alors on retrouve également dans le rapport du bureau enquête accident un problème qui a été souligné. Le problème, c'est que le canot de survie était mal attaché sur le bateau et qu'il a été éjecté. Il se retrouvait à une dizaine de mètres du bateau. Heureusement, ils avaient pensé à attacher la sangle de déclenchement au bateau, sinon c'était la perte assurée du canot avec des conséquences qui auraient été forcément très graves, sachant que le bateau faisait naufrage dans les minutes qui suivaient. Alors, il souligne également qu'il serait important de l'attacher d'une autre façon, d'attacher le conteneur également avec une autre haussière. Là, on a une haussière d'une vingtaine de mètres, ce qui permet de tenir le conteneur avant qu'il se gonfle. Quand on déclenche le canot, le conteneur va s'ouvrir. Alors ça, méfiez-vous, c'est simplement attaché au support. Donc c'est pas d'une grande tenue. Le premier qui va embarquer sur le bateau doit refixer cette sangle-là directement sur un point solide sur le canot de sauvetage. Cette sangle a une importance, ça va être dans l'évacuation de pouvoir se tenir pour rejoindre le canot de sauvetage, mais également de pouvoir embarquer notre sac de survie. Dans le cas du naufrage, il n'avait rien préparé et ça, c'est un grave problème. Toujours bien préparer son sac de survie avec à l'intérieur des vêtements. Quand on dit vêtements, plutôt des vêtements polaires qui vont sécher rapidement et qui vont tenir le plus chaud possible. Des vêtements, une pharmacie, éventuellement ne pas oublier du produit solaire parce que ça tape très fort le soleil en mer. Donc tout ça doit être embarqué d'avance. Un deuxième sac est aussi à prévoir avec à l'intérieur les papiers du bateau, les papiers des personnes embarquées, mais également le GPS portable si vous en avez un, la balise si vous en avez une, la VHF, et puis également ce qui serait aussi intéressant, c'est d'emmener comme ça du grey-tape, tout ce petit matériel qui va pouvoir vous servir par exemple à réparer le canot, à coller des éléments qui sont à l'intérieur pour éviter qu'ils s'en aillent directement sur le canot sans l'abîmer. Alors pour l'évacuer, il suffit de passer une sangle dans le sac et après toujours passer ce qu'on doit embarquer dans le canot sur l'haussière qu'on a préparée. Comme ça, aucun risque de perte. Alors l'idéal, c'est d'en mettre plusieurs à la suite. Également prévoir des bidons d'eau comme celui-ci, remplis aux 3/4 pour garder une bonne flottabilité du bidon. Donc quand vous voulez embarquer, vous prenez le maximum de bidons qui a été préparé, 2 sacs, vous le passez sur la sangle et comme ça vous pouvez embarquer. Alors maintenant nous allons parler de la vie à l'intérieur du canot de sauvetage. Je dis la vie, mais ce serait plutôt la survie. Quand on est dans un canot de sauvetage, c'est très difficile. D'ailleurs à ce sujet, je peux vous renvoyer vers une vidéo qui s'appelle 24 heures en canot de survie. Vous pouvez taper ça, vous allez tomber sur la vidéo et vous allez vous apercevoir qu'il est très difficile d'y rester. D'ailleurs dans l'expérience, le vidéaste n'a pas pu rester 24 heures dans le canot, donc ça vous montre la difficulté. C'est vraiment la survie, sachant que là, ils avaient la chance d'avoir un canot 8 places, ils n'étaient que 6, et malgré cela, ils ont manqué considérablement de place. On ne pouvait pas s'allonger, c'était très dur. Et là, il est important que le moral tienne le dessus. Il faut toujours faut pas se trouver en agressivité, en compétition avec les autres, mais il faut arriver à maintenir l'entraide d'abord pour pouvoir survivre au mieux dans ce canot. C'est très difficile. Il fait froid, on est mouillé, on n'a pas de place. Et là, dans leur cas, ils se sont retournés 2 fois. Donc, parce qu'une fois rentrés dans le canot, ils ont eu tendance à relâcher, se poser et attendre. En fait, il faut toujours être actif, même si c'est difficile. On peut avoir le mal de mer quand on arrive, on est mouillé, on a froid. Mais il faut tout de suite penser que le canot de sauvetage, c'est quand même très fragile, qui peut se retourner facilement, bien qu'il y ait des poches qui se remplissent d'eau, qui peuvent éviter le retournement. Mais toujours penser
à contrer les vagues, ce qu'ils n'ont pas fait, ce qu'ils ont fait dans la deuxième partie qui a été efficace. Bien se mettre côté vague pour éviter que le bateau se retourne, ça peut se retourner très facilement. Également, pensez à mettre très rapidement aussi, ce qui n'a pas été fait, l'ancre flottante, ce qui va permettre de retenir le canot et éviter aussi son retournement. Bien qu'on a vu que là la conception était mauvaise puisqu'il n'y avait pas d'émerillon et que celui-ci a cassé assez rapidement. Mais enfin, s'il l'avait mis dès le début, peut-être que ça leur a évité de se retourner 2 fois. Donc ça, c'est extrêmement important à mettre en place. Alors, autre point abordé par les protagonistes du naufrage, c'est le fait que le canot n'était pas directionnel, qu'ils avaient du mal, même en étant proche des côtes, de s'en approcher. Ça leur demandait beaucoup d'efforts, le bateau n'avançait pas. Étant donné qu'il y a des grosses poches remplies d'eau en dessous, c'était très difficile, qu'il a une forme ronde, c'est très difficile d'avancer. Ils auraient aimé avoir un bateau plus directionnel, de forme plus allongée, avec éventuellement un cerf-volant, pouvoir la ramer plus facilement et avancer. Ça aurait été, à leur avis, quelque chose de plus bénéfique à leur morale, car le fait d'être assez proche de la terre et de ne pas pouvoir s'en approcher a été quelque chose de très dur à vivre pour eux. Voilà les amis, ce bilan est maintenant terminé. Je vous remercie d'être aussi nombreux sur la chaîne à nous suivre, ça nous fait vraiment plaisir car c'est énormément de travail à trouver ces histoires, à les mettre en place et à pouvoir ramener un maximum de renseignements pour qu'ils soient utiles pour notre communauté. Je tiens aussi à remercier Mu qui est à la caméra et qui est toujours présent, qui m'aide aussi pour chercher les informations, pour les mettre en place. Voilà, donc n'hésitez pas à toujours partager le plus possible, à me liker, à vous abonner, car plus on a d'abonnés, plus notre chaîne est importante et plus les portes s'ouvrent pour trouver des renseignements pour d'autres histoires. Bon, sachez également qu'on fera bientôt aussi un tuto sur l'embarquement sur le canot de sauvetage. On essaiera de faire ça dans les conditions les plus réelles possibles. Voilà, mais en attendant, essayez de prendre soin au maximum de vous, car je ne tiens pas du tout à raconter votre histoire dramatique ici. Donc prenez soin de vous et puis je vous dis à bientôt.